Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Visite Privée. Vous savez, c'est votre plongée quotidienne dans les coulisses de notre patrimoine. Eh bien, aujourd'hui encore, nous allons ouvrir ensemble des portes dérobées pour accéder à des pans insoupçonnés de notre histoire. Et c'est ici, depuis ce mobilier national à Paris, lieu qui doit désormais vous être maintenant familier, que nous allons cette fois remonter aux racines d'une vraie passion française, les jardins. Ornementaux ou utilitaires, modestes ou grandioses, ils sont les héritiers de plusieurs siècles de savoir-faire, de création et d'excellence. C'est un vaste domaine qui est passé au râteau fin par nos 4 chroniqueurs du jour qui ont mis leur tablier. Alors, je vous les présente. Amaury, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, vous qui ne reculez devant rien, vous avez chaussé vos bottes et enfilé vos gants pour nous parler du jardinage, qui est d'une véritable fièvre verte qui s'est emparée depuis quelques années déjà des Français. Tony, avec nous, bonjour Tony, bonjour incorrigible gourmand, vous allez nous montrer que même en plantant des choux, on peut créer une œuvre d'art. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le propriétaire des jardins de Villandry, inspiré de la Renaissance italienne. Avec nous Gaël également, bonjour Gaël. Vous nous révélez à quoi ressembleront nos jardins dans 10, 20 ou 50 ans. Et c'est à Chaumont-sur-Loire qu'on peut en avoir un avant-goût parce que c'est le rendez-vous des paysagistes contemporains. Et enfin, remontons l'histoire, le jardin à la française. Il a un père, c'est André le nôtre. Caroline, bonjour Caroline, vous avez remonté le temps à la découverte de ce créateur de génie. Alors, voici sans plus tarder le programme tout en images de nos visites privées du jour. 8 jours par an, c'est la durée moyenne que nous consacrons à nos jardins, une passion pour laquelle nous dépensons presque sans compter, soit 8 milliards d'euros chaque année. Mais pour acheter quoi? Quelles sont les dernières tendances? Nous avons enquêté Binette au point. Ça permet vraiment de s'échapper du quotidien, d'oublier la crise, d'oublier les soucis. Aujourd'hui, Visite Privée vous a aussi déniché le plus beau potager du monde au château de Villandry. Notre chroniqueur vous y racontera comment son créateur a relevé un immense défi, associer le plaisir des yeux d'un jardin Renaissance à celui des papilles. Ça sent bon, c'est beau et c'est bio. Et c'est efficace. C'est les 3 B. Voilà, c'est ça, on a gagné. Alors que le réchauffement climatique menace et que nous avons de moins en moins de temps pour bêcher, est-ce la fin des haricots pour nos lopins de terre préférés? Nous sommes partis chercher la réponse au Festival des Jardins du Futur à Chaumont-sur-Loire. On se dit qu'il n'y a rien qui peut pousser, et puis finalement la graine va pouvoir germer et puis ensuite se développer. Enfin, pas question de vous quitter sans vous avoir raconté l'histoire du plus célèbre de nos jardiniers, André le nôtre, l'homme qui créa pour Louis XIV un chef-d'œuvre, le jardin à la française. Ce qu'il disait, c'est que l'œil crée la perspective et marcher la rend vivante. Les jardins, une passion française, c'est tout de suite dans Visite Privée. Et pour nous guider au milieu de ces parterres et autres massifs, eh bien, nous avons l'héritier de le nôtre. Et oui, le jardinier du roi. J'ai nommé Alain Baraton, jardinier en chef du Grand Parc du domaine de Versailles et du domaine national de Trianon. Ça, c'est votre titre? C'est mon titre. Bonjour. Héritier le nôtre, c'est peut-être un peu exagéré. Ah bon? Oui, non, je suis chargé avec mes collègues de magnifier, d'entretenir son travail, mais de là à me comparer à ce génie, je n'irai pas jusque-là. Alors, c'est drôle, il y a une chose, c'est quand on devient jardinier à Versailles, on n'a qu'une envie, c'est de le rester. Comment est née votre passion, Alain? Moi, c'est un accident. Je voulais être photographe, je suis devenu jardinier, mais quand on découvre Versailles la première fois, on a 18 ans, et quand on voit ce lieu chargé d'histoire, ce parc, ces vieux arbres, quand on voit les bâtiments également, le Grand Trianon, le château, comment voulez-vous avoir envie d'en partir? Et puis quand on vous propose avec les années un autre poste, aller où quand on a dirigé les jardins de Versailles? Ce n'est pas évident, donc finalement, Versailles, on y rentre, et généralement, ceux qui en partent, eh bien, c'est le jour de leur retraite, tout simplement. Ah, j'ai eu peur, je pensais que c'était quand on mangeait les pissenlits par la racine. Ça peut arriver, mais les jardiniers, en général, vivent longtemps. Ah, bah oui, parce que vous êtes au bon air. Mais alors, comment vous expliquez cette passion bien française, un peu à la remorque d'ailleurs des Anglais, parce que les Anglais sont encore un peu devant nous, mais la passion des Français pour le jardinage et les jardins? Eh bien, tout simplement que la notion de jardinier est devenue aujourd'hui une conception moderne. Il y a encore 30 ou 40 ans, oui, on s'imaginait le jardinier, généralement un vieux monsieur avec une barbe, un chapeau de paille, en un mot, un épouvantail. Et cette activité était réservée, du moins c'est ce que l'on pensait, aux personnes à la retraite, aux oisifs, à ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Et puis d'un seul coup,
On s'est rendu compte qu'un jardin, finalement, c'était une oasis à portée de chez soi. C'était un lieu où l'on pouvait s'exprimer, créer, produire, et que finalement... C'était de la beauté aussi. C'est de la sous beauté, nos c'est yeux. du bien-être. Toute la famille peut travailler. L'enfant, le grand-père. C'est également aujourd'hui une notion d'échange. On parle beaucoup de jardin partagé. Eh bien, le jardin, c'est cela. On ne plante pas pour soi, pour les générations à venir. On produit pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Et puis, quand on connaît nos journées, eh bien, passer un après-midi, ensoleillé ou non, à entretenir ses rosiers, il n'y a pas de meilleure thérapie, surtout si l'on a des petits soucis. Mais oui, comme disait Voltaire dans Candide, il faut cultiver son jardin. Eh bien justement, notre sujet du jour va parler à beaucoup de téléspectateurs parce que 90% des Français seraient, disent-ils, adeptes du jardinage. Alors, Amaury, vous avez donc décrypté cette nouvelle frénésie française. Oui, j'essaie de comprendre d'où vient l'amour des Français pour les jardins. Donc on devine là sous juste mon ongle, qui est en fait une petite cochenille. C'est un parasite qui affaiblit la plante. Des Donc, bestioles. Des petites bestioles, voilà. Donc il n'y a rien de dramatique, hein. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui est relativement commun et qui se traite très facilement. D'accord. Donc ici, on n'est pas du tout dans un laboratoire scientifique. On est au cœur d'un des plus grands magasins de jardinage en France. Et Eric est un spécialiste de la plante. Il est certifié par l'État et il m'explique pourquoi ma plante est malade. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Alors là, il va falloir faire un traitement qui est approprié, qui est en fait un anti-cochenille qui est prêt à l'emploi. Donc ça, avec le traitement... Ce service correspond à une vraie attente des consommateurs, preuve d'une véritable passion des Français pour le jardinage. Aujourd'hui, nous passons près de 8 jours par an à jardiner, l'équivalent d'une semaine entière de vacances. Alors moi, je vais m'y mettre, et il y a de quoi faire. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça peut être utile. Ça y est, je suis paré. Je pourrais remplir 10 caddies comme celui-là. En fait, les Français dépensent plus de 8 milliards d'euros pour le jardinage par an, une augmentation de 6% par rapport à il y a 10 ans. Alors, qui jardine? Pourquoi? Quelles sont les nouvelles tendances? Chaussez vos bottes et suivez-moi, je vous emmène à la découverte du jardinage en France. Les premières traces de jardin remontent au Paléolithique, il y a plus de 20 000 ans. Les jardins potagers, eux, seraient nés en Mésopotamie, 5000 ans avant notre ère. Au fil des siècles, les jardins se garnissent et se dessinent. Et c'est sous Charlemagne que leur puissance et leur beauté vont prendre une dimension sociale et politique. L'art topiaire fait son apparition et sort le potager du jardin. Mais au XIXe siècle, le jardin ouvrier les réunit à nouveau. Il popularise le jardinage qui devient, à l'ère moderne, un véritable loisir. Stéphane, bonjour. Bonjour Amaury. Alors, vous vous y connaissez particulièrement en plantes, en fleurs, parce que vous êtes l'un des responsables des achats de ce magasin. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui jardine aujourd'hui? Alors, malgré un engouement récent des jeunes sur la partie du jardinage, ça reste quand même les couples qui viennent d'avoir un enfant à partir de 30-35 ans et les jardiniers experts après 45 ans. Des plantes, il y en a vraiment pour tout le monde. Des centaines d'espèces différentes. Car quand on pense jardin, c'est d'abord le côté esthétique qui vient à l'esprit. Comme pour les vêtements ou la décoration, il y a des saisons et des modes. Si vous me deviez me montrer une plante très tendance aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je pense à la prêle qui revient au goût du jour de manière très forte. La prêle. Alors cette prêle, en fait, est une plante graphique. Elle rentre dans cette grosse tendance de plante graphique, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. D'accord, ça c'est très épuré comme plante. C'est très épuré, c'est très graphique et c'est surtout très simple à conduire. C'est une plante de berge, donc il faut baigner d'eau, donc pas de trou, un cache-pot, vous remplissez d'eau et vous regardez pousser. Si la clientèle des magasins est essentiellement adulte, il y a une petite plante qui fait un carton chez les plus jeunes. C'est un mimosa et vous allez voir, c'est très marrant parce que les feuilles se ferment si on la touche. Et alors ça, les enfants adorent. On continue. Pourquoi un tel engouement des Français pour le jardinage et le jardin? Ça permet vraiment de s'échapper du quotidien, d'oublier la crise, d'oublier les soucis et d'effectuer des activités finalement qui nous rassurent, qui nous réconfortent, qui nous permettent de nous déstresser énormément, ça c'est sûr. Ce sont aussi des activités qui sont très valorisantes pour le jardinier puisqu'il va gratter la terre, il va semer, il va tailler, il va arroser et il va voir très rapidement le résultat de son travail.
Mais le jardin, ce n'est pas seulement du beau, c'est de plus en plus du bon. Aujourd'hui, le potager fait son retour en force. Des rayons entiers d'arbres fruitiers et d'herbes aromatiques poussent comme des champignons. Et pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. En France, il y a 12 millions de jardins et 8 millions de balcons. Alors tout est fait pour nous permettre de planter un potager. Ah oui, c'est incroyable. Il y a une variété de produits, c'est-à-dire que tout ça, je peux le manger, je peux le mettre sur mon balcon, je peux me faire un vrai jardin potager. Là, c'est incroyable tout ce qu'il y a. On peut le mettre sur le balcon et ça va réussir. Les produits phares restent l'aromatique de manière importante, tout ce qui va être basilic, en variété, etc. Et la tomate. On a par exemple la Green Zebra, on a bien entendu les cœurs de bœuf, les clémentines en cocktail. On a comme ça toute une palette de variétés qu'on ne va pas forcément retrouver dans des pots ou dans des barquettes. Et ce qui est nouveau depuis un an dans les jardineries, ce sont les fleurs à manger. Par exemple la capucine. Non seulement c'est très ornemental, c'est très beau sur une salade, mais en plus ça a un goût incroyable. Mais ça c'est un produit de grand chef parce que je l'ai vu dans les restaurants, etc. Tout à fait. Donc on se met aujourd'hui à consommer des produits de grand chef. Complètement. Et accessible pour le jardinier amateur. C'est très très simple à cultiver. Il faut juste prendre le temps d'acheter le paquet de semences, de semer et de regarder pousser. Voilà, aujourd'hui, clairement, le jardin est devenu la 5e pièce de vie de la maison, après le salon, la chambre, la cuisine et la salle de bain. Et moi, j'ai besoin de zen et de calme, alors je vais me mettre au boulot, au jardinage. Merci Amaury, mais c'était une belle présentation de cette passion française pour le jardinage que je me demande maintenant ce que je pourrais bien planter chez moi. Eh bien, je vous ai ramené l'apéro. Voilà, ça c'est très tendance. C'est l'apéro, c'est une boîte. Il suffit de mettre de l'eau à l'intérieur d'une petite boîte et on peut faire pousser des cacahuètes. Donc voilà, en quelques semaines, vous aurez des cacahuètes et il en existe de toutes sortes. Moi, j'ai pas testé les cacahuètes, mais j'en ai testé quelques-unes parce que j'avais envie, je suis un gourmand et j'avais aussi envie d'avoir mes tomates cerises. Alors, je sais pas si j'ai la main verte ou pas, mais c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est très simple. Franchement, moi, toutes les fois, j'ai voulu planter des tomates ou du basilic, au bout de 2 jours... Et vous les faites où dans un jardin? Sur un balcon. Sur un balcon. Exactement. On voit quand même dans les balcons des villes quand même pousser des tomates cerises et toutes sortes de choses. C'est vrai que cette passion quand même, au fond, c'est lié à la crise aussi. D'une part, parce qu'on a envie d'avoir son potager et aussi, je ne sais pas ce qu'en pense Alain Baraton, c'est pour savoir ce qu'on met en bouche. Oui, je crois qu'il n'y a jamais meilleure salade que celle produite dans son jardin. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Français en ont assez d'acheter dans le commerce des tomates qui se ressemblent toutes, par exemple. Là, ils produisent eux-mêmes, ils assistent à la croissance du végétal et ils savent ce qu'ils mangent. Oui. Il n'y a que de la qualité. C'est pas faux, hein. Non, c'est vrai parce que souvent, Caroline. maintenant, on se plaint que les tomates ont le goût d'eau. On entend ce genre de choses. Oui, mais parce qu'on ne les mange pas aux bonnes saisons. Je trouve que ce qui est formidable dans la passion du jardinage, c'est qu'on réapprend les saisons. On réapprend quand poussent Parce que maintenant, vous avez des framboises toute l'année, vous avez des cerises toute l'année. C'est ridicule. Il faut respecter le cycle des saisons, d'où l'intérêt d'acheter également, parce que les producteurs ont vite compris et se mettent à vendre des pieds de tomates très tôt dans la saison également. Ce qui leur permet généralement de doubler les ventes, vu que les premiers pieds vont geler. Mais il est vrai que planter des fleurs sur un balcon, une terrasse, dans un jardin, planter des légumes, permet de retrouver le véritable goût, parce que ce sont des produits qui sont produits naturellement, qui sont arrosés comme ils doivent l'être. Et puis il y a quand même ce plaisir immense. Un petit pied de tomate cerise, c'est pas grand-chose, mais c'est une source d'émerveillement. Tous les enfants, on a commencé, franchement, enfant, on a commencé avec un avocat. Avec un noyau d'avocat, on mettait 2 allumettes de chaque côté, on attendait que ça pousse. Vous n'avez pas commencé comme moi avec le haricot le gros haricot dans le coton. Oui, absolument. Ça a commencé avec le gros haricot dans le coton. Alors, Amaury, justement, racontez-nous, parce que c'est une passion. Je ne savais pas que c'était un tel enjeu économique. On le voit dans votre reportage. Oui, on le voit. Aujourd'hui, les Français dépensent 300 € par an dans le jardinage. Donc, c'est comme un abonnement téléphonique. Et ce qui est très important de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le jardinage et le jardin arrivent en ville. On peut jardiner, faire pousser des tomates ou n'importe quoi sur même un rebord de fenêtre. Il n'y a même pas besoin d'avoir un balcon, il suffit d'un rebord de fenêtre et tout est fait pour qu'on puisse faire pousser toutes sortes de choses. Je suis sûr, Alain, vous le sentez, quand vous êtes au jardin ou quand les jardiniers travaillent à Versailles, les gens viennent les voir, leur posent des questions. Bien sûr, juste un petit élément pour vous étonner. En 2015, les Français ont dépensé davantage d'argent dans leur jardin que pour le matériel micro-informatique. Vous voyez, comme quoi c'est considérable. Et effectivement, il y a des modes.
des modes sur le choix des végétaux. Vous avez signalé la prêle, on aurait pu parler les années précédentes du bambou par exemple. Dans l'intérieur, c'est l'orchidée aujourd'hui qui est la plante préférée. Il y a des sondages également qui sont faits. La plante préférée des retraités sont les camélias par exemple. Il faut le savoir. Alors nous, à Versailles, nous sommes victimes de l'espionnage industriel. Ah oui. Mais oui. Comment ça marche? Eh bien, je vous explique en 2 mots. Quantité de grands professionnels de la distribution viennent ou se renseignent sur nos commandes, car ils savent que les millions de visiteurs que nous recevons vont forcément être séduits par les fleurs et voudront les mêmes dans leur jardin. Donc généralement, quand à Versailles nous plantons par exemple des œillets d'Inde, c'est bien sûr. Des œillets d'Inde. C'est un exemple. Et c'est vous qui avez décidé, tiens, cette année, on va planter des œillets On d'Inde. va planter des œillets d'Inde. Et bien dans toutes les jardineries de la région, il y aura en avant des œillets d'Inde. Et puis autre chose également à propos de la mode, les couleurs. Oui, il y a des couleurs qui sont vraiment de mode ou non. Le rose et le rouge étaient à la mode, c'est en train de disparaître. Et je vous prédis la mode pour 2017, le jaune et le bleu. Le jaune et le bleu, très bien. Comme ça, on connaît les tendances. Et puis ça se marie revenons bien ensemble. à ce qui se mange et à notre potager. À l'origine, la première fonction d'un jardin, ce n'était pas de faire joli, mais de nourrir son propriétaire. Alors, si le potager du roi que vous avez recréé à Versailles, Alain, est impressionnant, celui que vous avez exploré, Tony, en Touraine, est extraordinaire. Et c'est une véritable institution, hein, on peut le dire. Oui, le potager de Villandry est une référence et j'ai pris plaisir à arpenter le potager et à mettre la main à la pâte. Eh bien, allons planter nos choux en Touraine. Regardez ces choux, si brillants, si appétissants. Ces choux ne poussent ni dans mon jardin, ni dans celui de mon voisin, mais dans un lieu magique, le potager de Villandry. Il est considéré comme l'un des plus beaux au monde. Et pour cause, il allie l'utile, la culture des fruits et légumes, à l'agréable, la beauté d'un jardin Renaissance. Comment les propriétaires de ce château, la même famille depuis plus de 100 ans, ont réussi ce pari fou? C'est ce secret que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Dernier château Renaissance à avoir été construit sur les bords de Loire, Villandry fascine les visiteurs. Pour son architecture, mais surtout pour son potager. Un damier multicolore d'1 hectare composé d'une trentaine de variétés de fruits et légumes sélectionnés pour leur beauté. L'homme qui est à la tête de ce domaine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est lui, Henri Carvalho. Monsieur Carvalho, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Eh ben, je suis heureux de vous accueillir, André. Alors moi j'ai une petite question. Oui. Est-ce que je peux cueillir les fruits et les légumes que j'ai découverts tout à l'heure dans votre potager? Alors en fait, ils sont là vraiment à titre décoratif. Ils sont tout à fait comestibles et très bons, mais on les laisse pour décorer l'ensemble du château. Alors là, c'est ce qui s'appelle faire chou blanc. Car depuis 100 ans, le potager a surtout pour vocation d'en mettre plein les yeux. Sa création remonte à 1906, quand un scientifique, Joachim Carvalho, et son épouse, Anne Coleman, héritière de la plus grande fortune des chemins de fer américains, en font l'acquisition. Le couple dépensera presque toute sa fortune dans cette nouvelle demeure. Ils étaient tous les deux scientifiques. Ils faisaient de la recherche à bon niveau. Et soudainement, ils se sont pris de passion pour l'architecture et les jardins. Et ce que Joachim Carvalho aime par-dessus tout, ce sont les jardins de la Renaissance italienne. Il lui faudra plus de 10 ans, au rythme de travaux pharaoniques, pour réaliser son rêve, créer à son tour un potager rectiligne et géométrique. À quoi aspire Joachim Carvalho quand il crée ce potager ? En 1906, c'était une grande pelouse ici, uniquement, un parc à l'anglaise. Il retrouve, à partir de plans anciens, l'emplacement du potager précédent et il décide de le couper en 9 carrés. Et à l'intérieur de ces carrés, eh bien, ce sont des variations, principalement sur le thème de la croix. Parce que dans les potagers Renaissance, il y a également une inspiration médiévale issue des abbayes. Et les moines aimaient beaucoup, dans leur potager, aligner leurs légumes sous des formes géométriques et en utilisant, comme ils étaient chrétiens, évidemment, la thématique de la croix. Loin d'en faire un sacerdoce, Joachim Carvalho travaille d'arrache-pied pour son potager, seul dans le rez-de-chaussée du château. Voilà, alors on va découvrir le cabinet de travail de mon grand-père Joachim Carvalho. C'est là qu'il, justement, réalisait tous ses plans d'architecture et de jardin. Alors c'est ici où tout a commencé ? Je vais vous montrer le plan, d'ailleurs, qui a été dessiné dans ce même lieu.
C'est quasi géométrique en fait. Là, on imagine travailler avec un compas, une équerre et une règle. Il a voulu que la restitution qu'il a opérée de ces jardins anciens soit menée de façon scientifique. Pour apprécier au mieux le potager, l'astuce, c'est de monter tout en haut de cette tour. De ce belvédère, les couleurs, les volumes et les formes prennent toutes leurs dimensions. Quand on est en bas, on ne se rend pas compte déjà de l'immensité du potager. Et autre chose, ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, Joaquin Carvalho, quand il a fait construire ce potager, il l'a fait mettre en contrebas du château. Tout simplement pour avoir l'œil sur les jardiniers, mais surtout pour pouvoir bénéficier de cette vue extraordinaire dès qu'il en avait envie. Le potager attire les foules, du néophyte aux spécialistes, comme Louis-Michel Noury, universitaire passionné par l'endroit. Il y a même trouvé l'inspiration principale de l'un de ses livres. Quelle est la particularité de ce potager ? Réponse assez simple, il n'y a plus en France de jardin de la Renaissance. Eh bien, Villandry, par cette volonté d'un homme, d'un propriétaire, a reconstruit l'image du jardin Renaissance. Et Villandry, aujourd'hui, eh bien, c'est la référence. Expliquez-moi un petit peu quelles sont ses particularités par rapport à d'autres jardins, d'autres potagers. Il y a d'abord ce souci de mettre en ordre. Et deuxième préoccupation, colorer. Nous sommes au XVIe siècle, Renaissance, et là, il y a la naissance, on pourrait dire, la naissance de l'idée de beau. Et comment esthétiser ? Bien sûr, par la géométrie des parterres, mais également par la coloration. On taille, on aligne, on ordonnance de façon à atteindre le but qu'on s'est donné, que l'homme va dominer la nature, la domestiquer. Domestiquer un potager comme un peintre dompte sa toile. Mais ici, ce sont les légumes qui remplacent la peinture. Le but n'est pas de produire des choux, mais le chou, par sa couleur, par sa forme, va répondre à ce besoin d'ordonner la nature. Peu importe le nom de la plante, peu importe sa variété, c'est sa couleur, c'est sa tenue qui va donc l'emporter. Et puis après, eh bien, comme ce sont des légumes, on les consommera. Mais il s'agit d'abord de construire un tableau. Avec 144 poiriers, 324 rosiers et 444 pommiers, le potager de Villandry est devenu l'attraction incontournable du château. Pour arriver à un tel résultat, rien n'est laissé au hasard. 10 jardiniers travaillent toute l'année ici. Parmi eux, Oswald Breton, 27 ans et une obsession, que tout soit parfait. Oswald, bonjour. Bonjour. Alors, combien vous avez d'espèces au sein du potager ? En période estivale, il faut compter à peu près une trentaine de variétés différentes. Alors là, vous voyez, on a des aubergines, des piments, des betteraves qui sont là. Là, ici, on a des tomates. On essaie d'avoir un peu des légumes estivaux, on essaie d'en avoir des variétés différentes, puis des légumes qui se cueillent surtout, qu'on puisse manger. Ces tomates-là, dès qu'elles vont être mûres, on va les donner aux visiteurs. Alors, je vois plein de fruits et légumes, mais je ne vois pas, par exemple, de pommes de terre. Les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est joli, mais pas assez pour rentrer dans le cadre du jardin de Villandry. Il y a un casting en fait de fait à l'entrée. Ouais, c'est ça, il y a un casting. On peut pas tout prendre, il y a vraiment un choix sur la culture. Je vous propose de passer dans le carré suivant pour faire un tour. Avec plaisir. Dans le potager, il y en a donc pour tous les goûts, ou presque. Depuis 100 ans, les propriétaires ont eu à cœur d'importer et de cultiver des légumes venus des 4 points du globe. C'est quoi comme plante, ça, exactement? Là, c'est de la périlla. On appelle ça aussi du shiso. C'est un légume aromatique qui vient d'Asie. On s'en sert pour faire des soupes, pour agrémenter des plats. Ça sert un peu comme le basilic. Vous pouvez goûter, hein. Vous le secouez et vous sentez dans vos mains, c'est une odeur un peu d'agrumes, un peu litchi, c'est bon. Ah oui, ça a vraiment une odeur d'agrumes. On a l'impression d'avoir du citron. C'est pas très bon. Mais dans un plat, ça rajoute du goût. C'est fort en bouche. C'est fort en bouche. Bon, la périlla ne m'a pas vraiment convaincu. Chaque carré réserve son lot de surprises. De nouvelles variétés sont introduites tous les ans, d'autant que depuis 2009, le potager est devenu 100% écologique. On a mis des tagettes ici. Ces fleurs-là, des tagettes. C'est de la famille des œillets. Ça ressemble un peu à l'œillet d'Inde. C'est très parfumé, hein. Vous pouvez sentir. Ah oui, ça sent très très bon. Alors vous, à la maison, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça dégage un parfum. Ça me fait penser un peu à la menthe. C'est ça se rapproche de la menthe, un peu la menthe citronnée. Même. Ouais.
Apparemment, cette plante-là empêcherait certaines maladies sur les tomates. Donc ça sent bon, c'est beau et c'est bio. Et c'est efficace. C'est les 3 B? Voilà, c'est ça, on a gagné. Jardiner dans un château, une activité royale à laquelle je n'ai pas pu résister. Allez, au boulot Oswald. Au programme cet après-midi, le plantage de choux. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire exactement? En fait, dans ces choux-là, il y a eu de la mortalité. Du coup, ça crée des espaces où il y a des trous. Parce que l'objectif, toujours, c'est d'avoir un parterre parfait. Parfait. Et dès qu'il y en a un qui commence à être un peu vieux ou à être un peu abîmé, on enlève. Du coup, en rentrant dans le massif, faire gaffe de ne pas abîmer les autres choux. Ce serait dommage d'en écraser pour en replanter un. Et voilà. C'est simple. C'est très simple. C'est très très simple. Après le maître, place à l'élève. Allez. Ah mais c'est physique. Ouais, là, vous mettez votre plante dedans. Je le mets ici. C'est ça. Et vous rebouchez. Et je rebouche. Avec les mains, vous pouvez mettre les mains. Hop là. Bah là, je suis pas mal, je crois, Oswald. Bah, venez voir, vous allez... C'est correct, hein. Bon, je sais planter un chou. Vous savez planter les choux. À la mode de chez nous. En 2015, plus de 350 000 touristes sont venus visiter le château de Villandry et son incroyable potager. 2 journées lui sont d'ailleurs consacrées tous les ans à la fin du mois de septembre. Quant à moi, je devrais patienter encore 3 à 4 mois avant de pouvoir cuisiner et déguster ces très mignonnes pousses de choux. Bravo Tony, vous savez planter les choux. On ne parle jamais de la mortalité des choux et on a tort parce que c'est vrai que dans un jardin... J'ai trouvé important de le signaler. C'est important surtout dans ce magnifique jardin potager de Villandry. Alors est-ce que c'est juste pour le plaisir des yeux ou les visiteurs peuvent cueillir une tomate, peuvent prendre un chou Alors, ils ne peuvent pas le cueillir quand ils le souhaitent. En revanche, plusieurs fois dans l'année, les jardiniers récoltent les fruits arrivés à maturité et ils les distribuent ensuite aux visiteurs. Ah oui, parce que c'est un peu le principe à Versailles aussi, non De se servir dans les jardins? Ah non. Ah non. Personne ne se sert, on regarde les végétaux, on ne les touche pas, mais il arrive également en fin de plantation, lorsque l'on arrache les parterres, d'offrir à des visiteurs, pour peu qu'ils soient aimables, eh bien quelques plantes pour éviter qu'ils terminent sur un tas de compost. Absolument. Mais justement, il faut une armée de jardiniers pour entretenir Villandry. 10 jardiniers. Mais est-ce qu'on peut faire évoluer un tel jardin? Est-ce que, par exemple, Henri Carvalho peut décider dans tel massif de planter autre chose? En fait, chaque année, le jardin est différent. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on ne peut pas y toucher, effectivement. Mais chaque année, les couleurs vont être différentes et le chef jardinier, Laurent Portugaise, et Henri Carvalho, systématiquement réfléchissent à quoi va ressembler le jardin. Le jardin tel qu'il avait été voulu par Joachim Carvalho. Alors, il faut dire qu'il y a des archives. Est-ce que vous, Alain Baraton, pour planter à Versailles, pour redessiner les jardins, vous vous inspirez aussi des plans qui sont dans les archives de Versailles? Oui, mais on souhaite surtout conserver l'esprit des créateurs. J'aime bien l'idée de l'esprit. L'esprit, c'est simplement, quand vous ouvrez une fenêtre, que le décor que vous avez sous les yeux ne soit pas en contraste avec l'appartement dans lequel vous vous trouvez. Alors, les jardins nous nourrissent, on l'a vu, mais ils ont bien d'autres mérites, souvent insoupçonnés. Changement climatique, montée des eaux, transformation de notre habitat. Si on les aime tant, c'est aussi parce qu'ils savent se rendre indispensables en apportant d'étonnantes solutions pour notre avenir. Eh bien, ces solutions sont présentées lors d'un festival des jardins. C'est une vitrine de ce patrimoine qui se déroule chaque année depuis 25 ans à Chaumont-sur-Loire, n'est-ce pas Gaëlle? Exactement. Et cette année, le thème de cette année, puisqu'il change chaque année, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se nourrir et comment est-ce qu'on va vivre le jardin dans les 10, 15, 20 ans à venir. Eh bien voilà, on était avec Tony dans le passé, avec Gaëlle, on se projette dans le futur, direction Chaumont-sur-Loire. Difficile à croire, mais je me trouve dans un jardin. Alors, j'aimerais tout comprendre parce que j'ai beau avoir beaucoup d'imagination, j'ai du mal à saisir. Où sommes-nous? Eh bien, nous avons conçu ce décor de grenier qu'un homme a décidé d'investir suite à l'inondation de sa maison et de créer son potager pour pouvoir vivre. Un potager dans une maison inondée, ça se fait? Absolument. Oui, alors je suis un tout petit peu dubitative, je vais aller vérifier.
Plus de doute, c'est bien un jardin et c'est bien habité. Eh bien, écoutez, je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises ici, car des jardins du futur, c'est inhabituel, mais c'est ce dont je vais vous parler et c'est ce que je vais vous faire découvrir précisément ici, dans ce grand domaine de Chaumont-sur-Loire. Chaumont-sur-Loire est un domaine étonnant. Il a vu passer 3 têtes couronnées dont la célèbre Catherine de Médicis. Et c'est la princesse de Breuil qui, en 1875, fit aménager ses jardins par le plus grand paysagiste de l'époque, Patrice-Henri Duchesne. Aujourd'hui, le domaine accueille le Festival des Jardins. Pendant 6 mois, des artistes du monde entier exposent leur conception florale. Et le thème de cette année est ambitieux. Imaginez ce que seront les jardins du futur. Car les défis sont nombreux, urbanisation intensive, changement climatique et montée des eaux. Ces concepteurs nous proposent des solutions, comme avec ce jardin inondé. Selon les derniers chiffres de 2009, 11% de la population vit en zone inondable. Représentez-vous bien, c'est un Français sur 10. C'est donc cette statistique inquiétante qui a amené les créateurs de ce jardin à s'interroger. Rester, vous l'avez compris, c'est ce qu'a fait l'habitant de ce lieu. Il s'est adapté de manière à vivre avec de nouvelles données, presque comme avant. Chantal Colleux-Dumont, vous êtes directrice de ce lieu et vous êtes aussi experte en jardin. Une question s'impose à nous, est-ce qu'on peut vraiment continuer à vivre dans un tel chaos ? On peut s'adapter, c'est ce qu'ont proposé les concepteurs de ce jardin en fabriquant cette terrasse avec du bois, avec ses pilotis, puisque les pilotis c'est une tradition millénaire. Et donc l'eau étant montée jusqu'en haut de l'escalier, la seule solution pour le propriétaire de cette maison, c'était de faire cette terrasse qui donne sur le jardin. Toutes les plantes qu'on voit là, parce que finalement il y en a beaucoup, on a l'impression que la nature a refleuri toute seule d'un coup, c'est le cas ? Elle n'est pas revenue toute seule, c'est le travail du jardinier. Le jardinier, c'est quelqu'un qui joue avec la nature, qui fabrique le jardin. Là, ils ont utilisé des éléments assez banals. Un baril, on en trouve partout. Et puis des végétaux dont on a besoin pour se nourrir, parce que ce jardin, il est à la fois esthétique et nourricier. Dans ce baril, Céline ajoute du terreau pour y planter courgettes et salades. Mais en zone inondée, la terre n'est pas toujours à portée de main. D'autres techniques peuvent être utilisées. Mon Gaël ? Oui ? Tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? J'arrive. Avec le céleri et une super salopette. Ben voilà, le céleri. Le céleri dans le panier. Et maintenant, on va faire un autre type de culture. C'est de la culture qui se rapproche de la culture hors sol, puisque cette fois-ci, on va cultiver directement dans l'eau. Il n'y a pas besoin de terre, il n'y a besoin de rien, c'est juste dans l'eau, dans cette zone inondable. Voilà, allez, viens. Ok. Bon, bah, qui s'y frotte s'y pique. Voilà, je rejoins les têtards, les grenouilles, et même les couleuvres, on en a vu tout à l'heure. Tu peux aller l'accrocher juste là. D'accord. Près du baril. Donc là, je l'attache. Ah, je l'ai noyé. Donc ça a pris en fait un petit panier. Un petit panier à salade. Il y a suffisamment de choses nutritives dans l'eau et la plante devrait se développer. Comme le céleri aime bien l'eau, normalement, ça devrait marcher. Je peux faire ça avec n'importe quel légume ? Non, alors tu vas pas faire ça avec une tomate parce que la tomate, elle préfère les milieux secs, elle vit en milieu sec. Donc il faut quand même que tu adaptes ton légume. Mais en théorie, oui, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, oui, mais encore faut-il avoir le temps. Or, c'est ce qui nous manque le plus dans nos sociétés modernes. Alors je vais aller voir quelques concepteurs qui ont pensé à nous en nous proposant des jardins qui se cultivent tout seuls. C'est parti. À première vue, ce jardin ressemble à beaucoup d'autres. Mais en quoi est-il soi-disant futuriste ? Marguerite, Grégory, bonjour. Vous êtes les concepteurs de ce jardin. Alors il est étonnant, on rentre ici, on voit une grande arche, une grande structure, et puis par terre un plancher de bois avec des plantes un peu partout. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jardin autonome en fait, qui se développe de lui-même, qui s'harmonise, qui se multiplie. Donc on a utilisé pour ça la technique des bombes à graines. Donc c'est un mélange d'argile et de terreau dans lequel on insère une graine, ce qui permet à la graine d'être protégée et de germer quand elle est dans des conditions idéales pour germer. Donc si je comprends bien, on prend cette petite bombe de graines, on la lâche dans la nature et au bout d'un certain temps, elle nous donne, par exemple, cette fleur. Exactement. Donc on peut la lancer un peu partout dans des espaces a priori inaccessibles, délaissés, et du coup semer la nature là où on le souhaite. C'est facile de se procurer ces bombes de graines ? On peut se les procurer, mais on peut aussi les fabriquer très facilement soi-même.
Pour fabriquer ces bombes, rien d'illégal, rassurez-vous, il suffira d'un peu de terre et d'argile. Alors l'argile va permettre de protéger la graine. En fait, ça va faire une sorte de coque. Comme une enveloppe. Voilà, exactement, comme une enveloppe. Et la terre va apporter les nutriments à la graine pour qu'elle puisse germer, en fait. Très bien. C'est dans ce sens-là qu'elle est complètement autonome. Il n'y a pas besoin de la nourrir, en quelque sorte. Exactement. Le terreau le fait Le terreau la nous. nourrit et l'argile la protège. Donc on fait le mélange. Il faut avoir de bons bras. Ben, pas mal, ouais. Donc si on veut en faire beaucoup, on peut le faire même avec les pieds pour avoir plus de force. Mais sinon, il faut bien mélanger l'argile et le terreau. On peut rajouter un peu d'eau pour faire une pâte, comme une pâte de pâtisserie. Et maintenant, on va mettre les graines. La bombe à graines est fin prête. Une fois qu'elle sera lancée, plus besoin de s'en occuper. Mais il y a aussi un second avantage. Elle se développe n'importe où, même dans les endroits les plus inaccessibles. Là, on a une structure qui symbolise les espaces un peu infertiles dans la ville. Donc on va imaginer de pouvoir les poser dans des endroits où on se dit qu'il n'y a rien qui peut pousser. Et puis finalement, la graine va pouvoir germer et puis ensuite se développer. Un peu perché ce concept de bombe. Et en même temps, si vous faites ça chez vous, dans 15 jours, vous aurez des capucines enracinées dans la façade de votre immeuble. Et donc là, on peut voir qu'il y a une plante qui s'est déjà enracinée. En fait, on voit la boule qui s'est cassée autour. Et donc la plante commence à s'enraciner dans la terre et à se développer. Donc là, une fois que la boule s'est cassée, donc elle se casse naturellement, ça veut dire que la plante a pris le dessus et qu'elle n'a plus besoin de la structure pour vivre, qu'elle s'est enracinée et qu'elle est partie pour vivre le temps de sa vie naturelle. Voilà, c'est ça. Donc la plante, en fait, par la force de la germination, va arriver à casser la coque d'argile et du coup à germer. Avec 10 milliards d'êtres humains d'ici à 2050, il y aura encore bien d'autres modèles à inventer pour permettre aux jardins de nous nourrir et de nous ravir. Les artistes de Chaumont-sur-Loire n'ont donc pas fini d'innover. Ouais, décidément, Gaëlle, ce festival des jardins de Chaumont-sur-Loire nous réserve de belles surprises, comme c'est une bombe que vous avez lancée là. Exactement, et vous ne pensez pas si bien dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est cette fameuse fameuse bombe à graines. Voilà, je vous en donne une. Incroyable, Stéphane, on dirait je une vous en pomme de donne une terre. aussi. Merci. Voilà, donc elles sont confectionnées, on l'a dit dans ce sujet, avec du terreau et de l'argile, à l'intérieur duquel on rajoute une petite graine qu'on va lancer dans la nature. Le but, c'est de refleurir les endroits qui ne sont plus fleuris. Et c'est issu d'un mouvement qu'on connaît peu, mais qui est né dans les années 70, en 1973 précisément, aux États-Unis, par un collectif new-yorkais qui voulait refleurir un lotissement en plein Manhattan. Et depuis, ça a été repris, retravaillé. Il y a un peu de militantisme dedans, un non? petit peu. Alors, il y a eu un vocable qui est un petit peu dur. On parle de guérilla, voilà. On parle de bombe de graines, mais c'est un principe. Ils sont pacifistes. Ils sont non guerriers. Simplement, ils ont des idées politiques et ils sont militants, écologiques ils veulent en quelque remettre, sorte. au fond, la nature dans la ville. Exactement. Mais à Paris, c'est la même chose. Oui, Tony. À Paris, on a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des permis de végétaliser. Moi, j'ai vu ça en bas de chez moi, et en fait, vous avez possibilité de demander à la mairie un permis de végétaliser et de le faire à côté d'un parking, de le faire peu importe, devant un restaurant. Vous obtenez un permis. Donc c'est une guérilla verte. C'est une guérilla verte et effectivement, il faut un permis et c'est là où eux ne l'ont pas toujours. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils s'estiment être des guerriers roses, c'est-à-dire qu'ils jettent sauvagement ces boules-là et à la base, c'est illégal. Ils en vendent pour les enfants dans les jardineries où j'ai été. Ils en vendent pour les enfants. C'est des petites boules blanches, c'est plus petit et ils incitent les enfants à se faire des batailles dans les endroits publics comme ça pour refleurir. Pour refleurir les endroits publics. Alors, il y a un côté guérilla, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se projette dans l'avenir. Et grâce à votre sujet, c'est le patrimoine végétal de demain. Au fond, Alain Baraton, ce qui est intéressant, c'est de voir que votre métier de jardinier, c'est sans cesse de s'adapter aux contraintes. D'abord parce que les contraintes climatiques sont là. On le vit tous, avec, par exemple, le réchauffement climatique. Vous êtes le premier à l'observer. Le réchauffement climatique est une réalité incontestablement. On le voit avec quantité de maladies qui autrefois étaient éradiquées avec l'arrivée du gel, de maladies et d'insectes d'ailleurs. Donc il faut s'adapter. Mais il est vrai que notre métier, celui de jardinier, est peut-être le seul, je pense, qui soit fait pour les générations à venir. Quand vous plantez un arbre, vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Quand on sait que l'espérance de vie d'un arbre est de plusieurs centaines d'années, ça montre la valeur du métier de jardinier. Mais il est vrai que ce métier de jardinier, c'est un métier extraordinaire. Eh bien, que l'on soit féru ou pas de jardin, on connaît tous le nom du créateur de ces jardins,
André Le Nôtre, le jardinier le plus célèbre de l'histoire de France, grâce auquel le jardin est devenu un art à part entière. Il renferme pourtant encore bien des secrets que vous avez percés, Caroline. Oui, les secrets d'André Le Nôtre, comment il a travaillé, comment il est devenu si célèbre et le plus grand jardinier de France. Très bien. Eh bien, nous partons sur les traces d'André Le Nôtre. Ces magnifiques jardins du château de Vaux-le-Vicomte sont l'œuvre du célèbre jardinier paysagiste français André Le Nôtre. Ces parterres impeccables, ces arbustes coupés au cordeau, cette recherche de la perfection ont permis à Le Nôtre de faire connaître les jardins à la française dans toutes les cours européennes. Découvrons tout de suite qui était cet homme visionnaire qui a créé des œuvres monumentales à l'apogée des jardins à la française. Contrairement à ce qu'on a pu dire et penser, André Le Nôtre n'était pas à ses débuts un simple jardinier avec un chapeau de paille et une bêche. Né aux Tuileries le 12 mars 1613, ce fils d'une famille de courtisans proche de la famille royale avait un destin tout tracé, indissociable de celui du souverain. C'est la 3e génération au service des rois de France. Son grand-père est arrivé de Touraine. C'est une famille qui, depuis le XVe siècle, est implantée là-bas. Les pieds dans les jardins. Arrivé à Paris du temps de Catherine de Médicis, il devient jardinier du roi. Il deviendra un des 4 personnages les plus importants de la communauté des jardiniers de Paris. C'est quelqu'un qui a exactement l'âge d'être le père de Louis XIV. Donc c'est quelque chose de très important. Quand les 2 hommes se retrouvent, Le Nôtre est un des seuls qui embrasse le roi. Un homme va permettre à André Le Nôtre de gravir une étape importante dans sa carrière, c'est Nicolas Fouquet. Cet homme riche et extrêmement puissant va lui permettre d'exprimer tout son talent ici, à Vaux-le-Vicomte. Fouquet est le surintendant des finances et veut que son château soit la vitrine de sa puissance. Pour André Le Nôtre, c'est une situation idéale et il compte bien en profiter. Bonjour Alexandre, merci de nous accueillir ici à Vaux-le-Vicomte. C'est un plaisir. Alors racontez-moi un peu comment s'est passée cette rencontre entre Fouquet et Le Nôtre. Pourquoi l'a-t-il choisi? Alors d'abord parce que Le Nôtre était connu. Il était déjà jardinier du roi, il travaillait aux Tuileries, au jardin des Tuileries avec son père depuis tout jeune. Et Fouquet voulait s'entourer des meilleurs. Donc c'est la première fois qu'André Le Nôtre a vraiment carte blanche avec des moyens colossaux. Je crois que la grande chance de Vaux-le-Vicomte, c'est effectivement Fouquet, le commanditaire, qui a une ambition démesurée. Et donc il va donner beaucoup d'argent et surtout une page vierge de 500 hectares. C'est la première fois que Le Nôtre a une commande privée d'une telle démesure. André Le Nôtre n'a pas inventé le jardin à la française, il l'a magnifié. Mais qu'est-ce qu'un jardin à la française? C'est un jardin qui allie 3 éléments. Une perspective, une symétrie intégrée dans un ensemble qui est le paysage. C'est un jardin où les effets de surprise sont constamment renouvelés. Et c'est un jardin qui, enfin, allie avec un équilibre extraordinaire les 3 composantes, le minéral, le végétal et l'eau. Et puis au fur et à mesure qu'on marche, on découvre des choses. Parce que là, d'ici, on ne voit absolument pas le Grand Canal. Et c'est au fur et à mesure, quand on marche, qu'on découvre chaque chose. Et c'est ça la force de Le Nôtre. Exactement. Ce qu'il disait, c'est que l'œil crée la perspective et marcher la rend vivante. Et c'est vraiment une invitation à déambuler dans les jardins qui va développer effectivement tous les plaisirs qu'on va avoir, notamment de ces surprises qui apparaissent d'un coup d'un seul au cours de la promenade. Comme ce canal dissimulé qu'il faut savoir dénicher dans le parc. Alors pourquoi l'eau est si présente dans les jardins à la française? On jette de l'eau à corps perdu, si je puis dire, et c'est presque jeter de l'argent par les fenêtres, en fait. Et pour l'époque, c'est montrer finalement à ses invités la richesse, la puissance du personnage principal qui en met plein la vue. Mais en mettre plein la vue peut comporter des risques. Tout va basculer un soir de 1661 lors de la soirée organisée par Nicolas Fouquet. Toute cette splendeur va être un affront pour Louis XIV. Cette arrogance et cette fête trop somptueuse conduira Fouquet en prison. Louis XIV aurait pu faire payer à Le Nôtre son allégeance à Fouquet, mais le roi veut s'entourer des plus grands et demande à Le Nôtre de faire encore mieux qu'à Vaux-le-Vicomte. Versailles doit être un palais grandiose.
À Vaux-le-Vicomte, le nôtre séduit le roi. Mais ici, à Versailles, c'est toute l'Europe qu'il va séduire par son travail remarquable. Le nôtre franchit ici une nouvelle étape. Pourtant, quand il arrive et qu'il découvre le chantier, ce n'est pas gagné. En effet, car le futur château de Versailles est sur un terrain marécageux, instable et infesté de moustiques. Rendre ce marécage cultivable, c'est le défi d'André Le Nôtre. Et c'est Alain Baraton, jardinier en chef à Versailles, qui nous en dresse la feuille de route. Et l'une des premières idées d'André Le Nôtre, et elle est géniale, est de creuser ce grand canal. Car en creusant ce grand canal, il va tout simplement drainer les eaux du domaine, les mettre à un point central, ce qui permettra à Louis XIV très vite d'assécher son territoire, mieux d'avoir maintenant une scène de spectacle extraordinaire où il pourra lui aussi voguer. Une fois le marais asséché, Le Nôtre, en travailleur acharné, peut commencer la création des jardins. Il va un petit peu se conduire, je dirais, comme un bulldozer. Les buttes de terre qui le dérangent, ce n'est pas très gênant. On y met des armées de terrassiers. Lorsqu'un bosquet d'arbres gêne, on le coupe. Lorsqu'il en faut, on le plante. Le Nôtre était jardinier, mais on lui accorde aujourd'hui le titre de paysagiste. Et il est vrai que Le Nôtre a réussi, je crois, une chose que très peu en France ont été capables de faire, transformer le paysage. Quand on parle des jardins à la française, on parle des taupières, on parle des parterres, etc. Ça fait partie de son travail. La taupière caisse, c'est un végétal qui a été subtilement taillé, là encore, pour montrer qu'à Versailles, la nature ne fait pas ce qu'elle veut. N'oubliez pas non plus que nous sommes dans le jardin du roi Soleil, le roi tout-puissant, un roi qui a la chance d'avoir sous ses fenêtres des arbres, tous dans un garde-à-vous impeccable, taillés, semblent lui obéir. Le roi veut tout contrôler, surtout la création des jardins, ce que nous explique l'historienne Hélène de Lalex. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors racontez-moi un peu, les jardins de Versailles, sont-ils les jardins d'André Le Nôtre ou sont-ils les jardins d'André Le Nôtre et de Louis XIV ? Indubitablement le chef-d'œuvre de Le Nôtre, mais c'est aussi, on pourrait dire, un chef-d'œuvre à quatre mains, parce que Louis XIV, eh bien, sa passion la plus intime, on pourrait dire, avec la danse, ce sont les jardins. Et là aussi, Le Nôtre, eh bien, il a pu bénéficier de moyens quasi illimités. Le système hydraulique de Versailles sera à la hauteur de cette démesure pour alimenter les 35 fontaines du château. Il faut aller chercher l'eau très loin, très très loin. Et pour cela, Le Nôtre crée d'énormes galeries souterraines que Jean-Pierre, le fontainier de Versailles, nous fait découvrir. C'est vraiment le petit chemin secret, là. Ah là, c'est très secret. Personne n'a le droit de venir ici, mis à part les fontainiers et les jardiniers. Oh, quel privilège. Et voilà, on arrive dans l'univers des fontainiers. Pour acheminer l'eau jusqu'à Versailles, Le Nôtre a là encore montré tout son génie, en créant 7 km de galeries souterraines et 30 km de canalisation. Là, on arrive dans la conduite Louis XIV. Tu vois ces deux conduites qui alimentent une partie du bassin de la Tonne. Et quand tu regardes les conduites, ça tourne, on dirait une vraie colonne vertébrale. Mais oui, pourtant tu m'as dit que c'était droit. À l'époque, on ne sait pas créer des canalisations courbées. Qu'à cela ne tienne, on va jouer sur l'épaisseur des joints pour que les canalisations contournent la roche. Encore un coup de génie de Le Nôtre. Et c'est vrai que si on regarde nos conduites, magnifiques, qui fonctionnent tous les week-ends, 400 ans, et bien regarde, ça tourne, tout avec des morceaux droits. Non, c'est fabuleux. Et voilà, on arrive sous le bassin de la Tonne. Ah ouais. Nous voici enfin arrivés sous la plus belle fontaine de Versailles, le bassin de la Tonne, composé de plus de 70 jets d'eau. Ah, une véritable araignée, là. On surnomme cette structure l'araignée, avec ses grosses conduites et ses tuyaux qui ressemblent à des pattes. Ce lieu est le chef-d'œuvre des fontainiers de Versailles et de Le Nôtre. C'est génial, et c'est en plomb, ça? Oui, c'est du plomb, du plomb. Et on voit le travail qui est fait à la main, on voit toutes les finitions. Alors justement, il y a le seau de la fleur de lys ici? Voilà. Alors il y a 2 fleurs de lys. Là, que je dois voir, hein. Il faut les trouver. C'est pas évident, hein. Elle est grosse, un indice? Non. Elle est pas grosse? Non, et peu voyante. Ah ouais. Ah, c'est discret, hein. Cette fleur de lys, à moitié effacée, symbolise la fidélité des fontainiers au roi Soleil. Mais la réalisation de toutes ces merveilles a épuisé Le Nôtre. Il veut prendre ses distances, mais le roi a du mal à l'accepter.
Louis XIV refuse de se séparer de son jardinier. Et donc il repousse toujours les séances. Et c'est en 1693 que le roi consent à ce que le nôtre se retire. Non sans lui avoir fait promettre de revenir le voir souvent. Et le nôtre tient parole. Le nôtre est décédé aux Tuileries à l'âge de 87 ans, ce qui est un âge très avancé, surtout pour l'époque. Le seul regret que l'on ait, c'est qu'il n'ait rien laissé, aucun écrit, aucune trace. Et on serait bien en peine de trouver le nom d'un de ses élèves sur son épitaphe à Saint-Roch. En attendant, ce jardin est éternel et c'est le nôtre. Magnifique, Caroline. En plus, vous avez entraîné dans des endroits pour visite privée qui sont absolument fermés au public. Et on est parti sur les traces d'André Le Nôtre. Il a au fond excellé au-delà de toutes les espérances. Oui, il a excellé. C'est vrai qu'on lui a donné les moyens d'exceller. Ça, c'est très important aussi. Mais c'est un homme de talent, c'est un travailleur acharné, c'est un homme de culture. Il a une culture incroyable. C'est pour ça qu'il va se faire ami avec le roi. Et il a travaillé énormément sur les perspectives, ce qui est un travail énorme. C'est-à-dire, en fait, on se balade dans ces jardins et on doit, à chaque fois qu'on avance, découvrir quelque chose. Et c'est ça la force de Le Nôtre. Le jardin à la française, au fond, si on peut le résumer, c'est que c'est l'homme qui domine la nature, qui ordonnance les choses et qui impose son gouvernement. C'est un jardin de pouvoir. Louis XIV n'a pas demandé ce jardin pour se faire plaisir. Il a voulu impressionner tous les visiteurs. Mais imaginez, vous arrivez au château au XVIIe siècle, vous avez traversé une France, ma foi, commune. Il y a des forêts, il y a des marécages. Et d'un seul coup, sur des centaines d'hectares, une nature qui obéit au doigt et à l'œil au monarque. Si Le Nôtre revenait aujourd'hui dans les jardins de Versailles, est-ce qu'il reconnaîtrait son œuvre ou est-ce que vous avez un peu pris des libertés avec ses plans? Quand il a créé les jardins, il plantait des ormes pour encadrer les allées. Les ormes ont tous été victimes d'une terrible maladie, la graphiose. On a donc dû remplacer les ormes par des tilleuls. Et il est vrai qu'en 3 siècles, le mauvais goût de mes prédécesseurs, les tempêtes, les guerres... Des tempêtes, on a eu la tempête de 99 le parc a été dénaturé. Et ce qui est très drôle, c'est que plus on s'éloigne finalement de la date de création des jardins, et plus les restaurations nous en rapprochent. Eh bien, si Le Nôtre revenait demain à Versailles, il redécouvrirait le parc comme lui-même l'avait conçu. Je suis certain qu'il me donnerait une petite tape sur l'épaule en me disant vous je suis fier de vous. Et vous auriez peut-être une petite récompense, voire une prime de fin d'année. Peut-être. Tony. Ce qui était étonnant, c'est qu'il y a un dénominateur commun avec Villandry, je prêche un peu aussi pour ma paroisse, c'est que André Le Nôtre était membre de l'Académie d'architecture, donc c'était aussi un scientifique, au même titre que Joachim Carvalho, qui lui était scientifique. Donc il y a quand même cette rigueur qu'on retrouve systématiquement. Ils ont une formation de scientifique et André Le Nôtre a en plus une formation de peintre, ce qui lui a permis également de travailler sur les perspectives, de faire des gravures. Il est très qualifié. Donc, voilà. Donc écoutez, soyons fiers de notre c'est André Le Le Nôtre, qui est un peu l'un des fleurons de notre patrimoine. C'est Voilà, vrai. merci à tous de nous avoir fait vivre ce patrimoine de nos jardins et cette passion bien française. Moi, j'espère que vous avez appris plein de choses grâce à ces visites privées. En tout cas, vous nous avez les uns les autres entraînés dans des jardins absolument merveilleux. Merci Alain Baraton de vous être baladé dans ces jardins en notre compagnie. Merci à vous de m'avoir accueilli dans ce lieu absolument extraordinaire. Très bien. Merci à tous. Merci Alain Baraton. On se retrouve demain, même heure, pour d'autres visites privées.